Salut à tous, je suis Robin, enseignant à APA depuis 10 ans maintenant. Hello, moi c'est Alex et ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que je fais ce métier. On a créé la causerie pour aider les professionnels de l'activité physique pour la santé à progresser dans leur carrière. Et pour ça, on a décidé d'aller à la rencontre de ceux qui font l'activité physique d'aujourd'hui. Qu'ils soient médecins, chercheurs, enseignants à APA, entrepreneurs ou même politiques. On va leur poser plein de questions pour que vous puissiez vous inspirer de leurs expériences et passer à l'action. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour Martine Duclos. Aujourd'hui, on vous reçoit pour cette toute première édition de la causerie. On est très, très content de vous avoir avec nous. Donc, vous êtes aujourd'hui chef de service du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et présidente du conseil scientifique de l'ONAPS. Est-ce que c'est les seules casquettes que vous avez ou est-ce que vous en avez d'autres? Bonjour et puis merci de votre invitation. Non, j'ai quelques autres casquettes, mais disons que ça fait 30 ans que je m'occupe d'activité physique santé, donc ce qui fait qu'au début, l'activité physique c'était considéré comme quelque chose de pas intéressant, particulier au niveau scientifique. Et puis, comme je suis un peu têtu, comme le professeur François Carré, que vous connaissez bien, j'ai continué à travailler dessus, ce qui me fait que maintenant, voilà, j'ai quand même quelques bases et donc maintenant, grâce à ça, j'ai pu participer, comme le professeur François Carré, à beaucoup d'expertises, aux expertises principales sur l'activité physique santé, ce qui fait que ça me donne du recul et je vois à quel point depuis les 10 dernières années, mais surtout les 5 dernières années, à quel point vraiment l'activité physique dans le cadre de la santé, à la fois en prévention et en prise en charge, les visions ont évolué de la part à la fois des scientifiques, puisque maintenant c'est vraiment reconnu avec des preuves scientifiques, mais à la fois ce qui est très très intéressant, c'est de la part des politiques qui vraiment se sont appropriés, alors pas tous, mais quand même le ministère des Sports qui a été le premier, mais maintenant aussi le ministère de la Santé se sont vraiment appropriés l'activité physique. Ils ont bien compris qu'il y avait des économies de santé. Bon, derrière, il y a beaucoup de gens on est plusieurs à être montés au créneau et de nombreuses fois pour dire que oui, il y avait des preuves scientifiques, oui, il y avait des économies de santé. Enfin, on a répondu point à point à toutes leurs remarques qui étaient plutôt négatives. Et puis ça y est, là, ça démarre. On voit les lois qui évoluent, les décrets d'application. Et ça évolue et ça bouge et ça va encore bouger. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre de vos missions en termes généraux, vous, au titre personnel, Martine Duclos, ou c'est vraiment juste sur votre rôle à l'ONAPS? Ah non, Ça, non, c'est non, moi, j'ai toujours, là par exemple, je suis à Clermont-Ferrand depuis 14 ans et si je suis venu de Bordeaux à Clermont-Ferrand, c'est parce que à Clermont-Ferrand, j'avais la possibilité de monter dans le service de médecine du sport toute une partie qui est complètement consacrée à l'activité physique adaptée. Donc, j'ai pu embaucher avec mon arrivée, j'avais un poste d'APA, un STAPS APA à temps plein. Et puis maintenant, en fait, j'ai deux services dans deux endroits du CHU, enfin, il y a deux CHU, et donc dans les deux services, j'ai des professionnels de l'activité physique adaptée. Donc, on fait de l'activité physique adaptée pour les malades. Dans le service, ils sont pris en charge 3 mois gratuitement, 3 fois par semaine, et après, ils sont suivis régulièrement. Donc, non, avec un hôpital de jour, un suivi régulier. Donc, l'activité physique, moi, c'est partie de mon activité, enfin, adaptée, c'est partie de mon activité physique quotidienne. Ça fait partie aussi de mon enseignement, et ça fait partie aussi de mon activité de recherche. Donc, je baigne dedans. Du coup, c'est votre activité personnelle aussi ou vous pratiquez une Ah activité oui. physique, vous? Ouais. Ah C'est votre oui, truc, oui, quoi. oui, ça sont convaincants. Hein. Je me vois mal parler d'activité physique si j'étais vraiment réfractaire à l'activité physique ou au sport. C'est pas juste prêcher la bonne parole. Ah non, sinon je serais pas crédible. Ok. Ok, du coup, tout à l'heure, je reviens un petit peu sur les questions que vous aviez, enfin, parce que vous nous parlez de dire que depuis 5 ans, ça évolue beaucoup. Moi, c'est vrai que je fais le même constat, ça fait 10 ans que j'exerce et Alexandre à peu près pareil, un petit peu plus. Je constate aussi que ça a vraiment pris un gros boost. Alors il reste beaucoup de choses à faire, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que pour que ça franchisse un nouveau palier, d'après vous? Ah, il y a encore pas mal de choses. La première chose, c'est la Ouais. formation des médecins.
qui n'ont aucune formation là-dessus. Je dirais au-delà des médecins, c'est même la formation de tous les intervenants. Bon, les STAPS SAPA, certes, mais aussi tous les soignants. Les infirmières jouent un rôle important. Les pharmaciens, parce que les pharmaciens, c'est encore ceux qui connaissent presque mieux les patients. C'est eux qui font les renouvellements d'ordonnances, donc ils voient les patients tous les mois, qui prennent le temps de discuter. Ils ont leurs patients qu'ils connaissent bien, en tout cas dans les villes, dans les petits quartiers. Ils prennent le temps, je vois bien, ils discutent avec les patients, puis je fais des formations auprès des pharmaciens. Et en plus, ils ont aussi une casquette maintenant éducation thérapeutique. Donc les pharmaciens, il faut les former. En plus, ils ne demandent que ça, la plupart. Les infirmières, les aides-soignantes, au lieu de, pendant qu'ils mettent les patients assis, là, pendant qu'ils font le lit, ils peuvent très bien aller les bouger, leur demander. Enfin voilà, mais il faut former les élus des collectivités locales qui ont un rôle très important. Il faut former nos politiciens, enfin, il faut former les professeurs des écoles. Donc, il y a besoin de formation. La deuxième chose, c'est qu'il y a vraiment un besoin de coordination entre les acteurs. C'est-à-dire, c'est pas dire, voilà, il y a les APA, là, il y a les médecins, et puis entre les deux, on discute pas. Et là, il y a les collectivités locales qui ont envie de faire des trucs, mais personne ne sait où sont les acteurs à droite, à gauche. Donc, il y a vraiment un besoin de coordination et de lisibilité entre les actions. Ça, c'est vraiment net. Et puis, effectivement, ce qui est actuellement en train d'être discuté, c'est un remboursement de l'activité physique adaptée. Alors, moi, je suis un peu contre le remboursement à 100%, c'est-à-dire sous condition aussi de régularité. C'est-à-dire, bon, si on rembourse, mais à condition qu'au moins 70% des activités soient pratiquées. Hein, parce que sinon, on sait très bien que dans le cas des maladies chroniques, la compliance au traitement, le fait de prendre régulièrement son traitement, c'est 60% des patients. Alors, je parle des maladies chroniques dont on sait que si on ne prend pas les médicaments, la maladie va s'aggraver et les complications vont être plus importantes. Alors, si on leur dit vous faites de l'activité physique, c'est comme une pilule, même si j'aime pas ce terme, il n'y a pas de raison que la compliance soit meilleure que pour les médicaments. Donc, il faut qu'il y ait un remboursement, c'est certain, mais sous réserve d'adhésion à un certain nombre de séances. Sauf, bien sûr, cas exceptionnels, c'est évident. Ok, mais c'était un peu, ça allait être ma question. Du coup, ce financement, d'après vous, enfin, concrètement, comment ça peut se passer? Parce que du coup, on voit qu'il y a pas mal de dispositifs qui arrivent. Je sais que du coup, moi, je suis sur Grenoble, donc on est dans la même grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais moins parler des autres régions parce que je les connais moins. Je sais que nous, on a les fameux DAPAP qui ont été financés il y a un certain temps. Je pense que c'était à partir de 2014. Je pense que c'est mes tout premiers postes, peut-être même avant. Hein, je pense que moi, je suis arrivé sur le premier poste dans la Drôme, c'est ça? À peu près ça? C'est pas avant 2014, c'est même plus ancien, parce que les DAPAP, enfin avant c'était le DALIR qui s'appelait pas DAPAP, oui. Puis après ça a été transformé, c'est eux qui ont récupéré les DAPAP, mais bon, les DAPAP ça a 4 ans, à peu près 4-5 ans. Mais enfin bon, c'est... Parce qu'aujourd'hui on a du coup, oui. Ouais, on a ces DAPAP qui sont des dispositifs qu'on crée de manière, on va dire, départementale, et à côté de ça on a les maisons sport santé. Comment on peut imaginer ça? Est-ce que déjà vous avez de l'information que moi j'aurais pas, ou est-ce qu'on peut juste imaginer comment ça pourrait être cette prise en charge? Est-ce que c'est directement par la sécurité sociale qui finance ce genre de dispositif, ou c'est directement par la personne? Non, alors ce qui est en train d'être... Bon, faut savoir que déjà les DAPAP, il n'y en a pas partout, hein, c'est très spécifique à Rhône-Alpes. Ouais, c'est ça. Puis il y a une autre région, je sais plus, je crois que c'est le Haut-de-Loire, je sais plus quoi, mais enfin c'est très très spécifique. Enfin le Haut-de-Loire c'est aussi, mais c'est vraiment nous on a un maillage territorial avec les DAPAP, puis les DAPAP c'est des passerelles, donc ça prend en charge, d'abord ils peuvent pas prendre en charge tous les patients. La deuxième chose, c'est que les maisons sport santé, il était prévu qu'il y en ait 500 à la fin de l'année, il y en aura à peu près 570. Et puis après, il va y avoir une réévaluation en 2023 sur un cahier des charges. Donc, à la fin de 2023, il y en aura moins. Et puis, de toute façon, 500 ou 570, ça ne fait pas tout le maillage territorial. Et puis, pour l'instant, toutes les maisons sport santé ne proposent pas de l'activité physique adaptée. C'est plutôt un guichet unique. Oui. Et le financement, on ne sait pas trop ce qu'il y aura comme financement pour les maisons sport santé. Donc, ça ne résout pas le problème du financement. Donc, ce qui est actuellement discuté, c'est quel va être le financement. Nous, à l'ONAPS, on avait fait une enquête pour savoir quel était le financement, et puis il y a eu d'autres enquêtes. Ce qui sort actuellement, c'est que vraiment le principal financeur de l'activité physique santé, il y en a deux, c'est surtout les collectivités locales. On voit, c'est dans certaines villes ou petites communes, ou comités de communes, c'est les collectivités locales qui financent le plus.
Alors parfois avec d'autres aides comme la Ligue contre le cancer, comme des associations de patients, etc. Un petit peu l'ARS, ça dépend des régions, mais en tout cas pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est zéro. Il y a des régions, par exemple, comme le Grand Est, Strasbourg, c'est 2 millions d'euros qui est donné par l'ARS, et puis donc ça dépend vraiment des susceptibilités locales. Des fois, c'est certaines caisses primaires sur certaines régions. Donc voilà, ce qui est discuté, c'est qui va payer, si remboursement il y a, qui va payer. Certaines mutuelles aussi donnent aussi un coup de main. Donc ça semble s'orienter vers probablement peut-être ce qui semblerait le plus logique. Maintenant, moi, j'ai pas la clé, c'est entre les ministres, mais probablement peut-être une aide plus importante des mutuelles. Peut-être aussi un financement par la caisse d'assurance maladie, ce qui semblerait le plus logique, ce qui permettrait une égalité au niveau du territoire, puisque les ARS sont totalement indépendantes, donc elles décident de ce qu'elles font de leurs finances. Donc voilà ce qui est en train de se discuter, avec bien sûr toujours l'aide des collectivités locales. Ouais, c'est vrai que c'est ça ce que j'entends du coup, et c'est le constat que j'avais fait aussi quand j'ai travaillé dans ces structures-là, c'est qu'en fait les financements ils sont très liés à ce qu'on peut mettre en place au niveau local et aux personnes qui arrivent à aller chercher de l'argent. Moi je vois la différence entre la Drôme et l'Isère par exemple. Du coup j'ai vu en tout cas pour travailler pour ces deux structures, les deux DAPAT qui sont dans les deux départements, des financements qui sont totalement différents. Alors, pas forcément en termes de montant, mais en termes de fléchage. Est-ce que c'est le CPM? Est-ce que c'est la collectivité locale? Et c'est vrai que l'objectif, c'est que ce soit uniformisé un petit peu de partout. Déjà, c'est bien. Du coup, on sait que depuis peu, on a élargi du coup le cadre au-delà des ALD, avec les personnes qui sont aussi avec des facteurs de risque. Donc, ça concerne énormément de personnes aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de monde qui peut en bénéficier. J'avais vu, donc c'est toujours en lien avec le financement, et je pense que je vais peut-être vous faire répéter, mais j'ai vu qu'en septembre, il était censé être discuté, septembre ou octobre, Alexandre, je ne sais plus si tu as la date exacte. C'est ça. Du coup, de ce financement, j'ai pas eu de retour forcément de ça, il n'y a pas eu de retour officiel. Du coup, c'est un non, c'est un oui, c'est un peut-être, c'est un plus tard. Non, c'est en cours de discussion en fait. Pour l'instant, en fait, déjà ce qui est en cours de discussion, c'est parce que l'HAS, en fait, ils ont renvoyé la balle à la Haute Autorité de Santé, puisque nous, on avait dit, parce qu'ils nous demandaient quelle maladie chronique et quel facteur de risque. Donc, comme c'est François Carré et moi qui pilotons ce groupe, on a dit les maladies chroniques pour lesquelles l'activité physique est démontrée, c'est toutes les maladies chroniques, et les facteurs de risque, c'est les facteurs de risque. Hein. Il y en a suffisamment, c'est démontré. Voilà, pour l'instant, c'est de la discussion et effectivement, ils ont pris du retard. Ça devait être septembre, puis après Stéphane l'année. Donc, c'est en cours de discussion. Je crois que voilà, c'est en cours. Pour l'instant, oui. Si je peux me permettre, j'ai quand même entendu dire, les petits bruits de couloir disent quand même que Bercy a dit qu'il y avait quand même plus d'argent dans les caisses. Et du coup, c'est vrai que la prise en charge de l'activité physique n'était peut-être pas à l'ordre du jour. Enfin, du moins à court terme. Est-ce que c'est ce qui se dit un peu quand même ou... Je sais pas, de toute façon, ils disent toujours qu'il n'y a jamais d'argent, que la panne n'est jamais prioritaire. Donc, de toute façon, on est toujours en situation de déficit. Donc, non, moi, aux dernières nouvelles, enfin, ça semble pas avoir changé. De toute façon, ils rembourseront pas toutes les pathologies, c'est clair. Certaines pathologies seront ciblées, certainement, les plus fréquentes. Donc, voilà, mais je pense qu'il y aura quand même un remboursement. Là, je déflore rien, hein, c'est bon, un petit peu, ça revient tellement que je pense qu'on ne pourra pas, enfin, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y aura quand même certaines pathologies qui seront remboursées. Il y aura une expérimentation. Enfin, il y a déjà, je pense qu'ils attendent aussi le retour des expérimentations à article loi 51, sur lesquelles on est pratiquement au bout des 3 ans, qui elles ont expérimenté quand même, le coût médico-économique. Donc ils attendent ça aussi. Je pense qu'on aura quand même des preuves médico-économiques, vraiment de la faisabilité, de l'efficacité sur le plan de la santé et surtout des économies de santé. Mais je pense que franchement, certaines pathologies comme les plus courantes, donc type cancer, maladie cardiovasculaire, certains cancers, parce que c'est pareil, ils n'iront pas, surtout les cancers, ça coûtera trop cher. Mais les cancers les plus fréquents, probablement les maladies cardiovasculaires, probablement le diabète de type 2, enfin, il devrait y avoir une prise en charge. J'ose rester optimiste. Ok. Ouais, du coup, ça me fait dire que
vous avez parlé d'article 51. Moi, je sais ce que c'est. Alexandre, je crois que tu avais l'air de, vu la mimique que je vois, tu avais l'air de savoir ce que c'était aussi. Est-ce que vous pouvez repréciser juste en 2-3 minutes ce que c'est pour que les gens puissent comprendre et peut-être donner 2-3 exemples de ce qui se fait sur l'activité physique? Alors, l'article 51, en fait, ça a été des propositions de financement, d'expérimentation d'activités physiques adaptées dans des pathologies où, en fait, il y avait des forfaits qui permettaient de financer l'activité physique. Par exemple, il y a eu, je vous en donne deux, dans le cas des maladies cardiovasculaires, après une maladie cardiovasculaire, donc les gens qui avaient fait un infarctus, en fait, avaient un forfait leur permettant d'avoir accès à l'activité physique adaptée post-infarctus. Par exemple, je crois que c'est 2 séances par semaine pendant plusieurs mois. Donc financé avec une évaluation, avec un suivi nutritionnel. Et même chose pour le cancer, donc à peu près le même principe, activité physique adaptée, plus nutrition, plus ou moins suivi psychologique. Et donc ils ont, avec ça, c'est pendant 2 ou 3 ans, et avec une étude médico-économique par rapport à ce qu'on sait, des gens qui ont eu la même pathologie, mais qui n'ont pas eu cette prise en charge. Et ils vont calculer en fait les dépenses de santé générées alors, par cette prise en charge, mais aussi les dépenses de santé qu'ont généré ce groupe qui a eu une prise en charge lifestyle, modification du mode de vie, par rapport à ces patients qui n'ont pas eu cette prise en charge. Et l'objectif est de montrer que, en comptant aussi les surcoûts générés par cette prise en charge d'activité physique et de nutrition et de soins psychologiques, on a des économies de santé en termes de moins d'hospitalisation, moins de récidives, moins de dépenses de santé, etc. Ok, du coup, ça, c'est vrai que c'est assez novateur parce que j'avais vu quelques études qui sont faites aux États-Unis et en fait, elles sont hyper complexes à faire ces études-là. Elles sont très longues et il faut réussir à avoir les informations de santé. Je pense qu'il faut avoir des partenaires qui ont aussi envie de démontrer ça. Voilà. Alors, sachant que maintenant, depuis quelques années, enfin pas très longtemps, les chercheurs ont accès aux données de santé, on appelle les données MESRI. On a accès aux données sécurité sociale. Mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit formé aux études médico-économiques, qui soit formé aussi aux données c'est souvent des gens qui travaillent souvent dans les CHU, parce que c'est quand même des big data. Donc, il faut vraiment savoir traiter ces données de santé qui sont macro. Donc, voilà. Et du coup, ça va vraiment énormément faciliter du coup, le calcul par rapport à avant que ce soit possible. Voilà. Ok, et du coup, on arrive à savoir aujourd'hui, parce que moi j'avais la notion à un moment donné d'une étude, alors sur les MET, forcément, je l'ai dit que j'avais travaillé avec Daniel, donc forcément les MET, je maîtrise, je maîtrise, ça m'intéresse. J'avais entendu parler, enfin, en fonction de, toujours pareil, du niveau de condition physique des patients, de là où on part, et où est-ce qu'on les amène, parce que forcément, une économie de santé, en fonction du programme d'activité physique, que quelqu'un qui est déjà en forme par rapport à quelqu'un qui est en très mauvaise condition physique, ce ne sera pas la même économie. Mais j'avais entendu qu'en moyenne, et François m'avait redonné cette étude-là où, pour 1 mètre d'amélioration de conditions physiques, on économisait jusqu'à $1 500 par an. Est-ce qu'on a ce genre de notion-là en France ou pas? Ou est-ce qu'on n'a pas encore des résultats? Là, on a moins de données aussi importantes, mais j'ai revu une donnée de l'OMS de 2021 qui disait que pour $1 américain engagé dans l'activité physique, vous avez une rentabilité de 3,2 $ US. Voilà, c'est ratio coût-efficacité. C'est quand même les données de l'OMS, donc c'est des données pratiquement sur tous les pays. C'est énorme. Et du coup, là, sur les articles, article 51, on n'a pas encore ces données-là? On n'a pas encore. Non, ils sont à mi-parcours, mais donc il va y avoir une évaluation à mi-parcours. Là, donc déjà, ça devrait nous donner. Et les études qui ont été sélectionnées étaient déjà des études sur lesquelles on avait des pré-études qui montraient qu'il y avait déjà un gain économique sur les pré-études qui avaient été réalisées sur quelques mois. Je sais que sur As du cœur, donc maladie cardiovasculaire, ils avaient montré qu'il y avait une économie de santé sur une prise en charge de plus de 6 mois. Donc là, ça va être sur 3 ans, 3 ou 5 ans, je ne sais plus. Mais donc, il n'y a pas de raison au contraire, les chiffres devraient être encore plus importants en termes d'économie de santé. Du coup, donc ça, si j'ai bien compris, c'est toujours avec une pratique encadrée. On ne parle pas de prise en charge du sport sur ordonnance pour des pratiques qui sont autonomes ou d'inscription dans des clubs. C'est vraiment directement fléché sur une prescription par le médecin avec un encadrant en face qui correspond aux critères qui ont été inscrits dans le décret. Là, l'intérêt, si vous voulez, on comprend un peu parce qu'en fait, on sait que l'activité, elle est faite.
C'est le meilleur moyen d'être sûr que si elle est supervisée, on sait ce que les gens ont fait et on sait qu'elle est faite. Donc c'est le meilleur moyen d'évaluer la compliance. C'est vrai qu'après, se pose toujours la question, au-delà de cette prise en charge supervisée, c'est comment maintenir l'activité physique sur le long terme. Et là, c'est la pratique libre, c'est évident. C'est évident. Donc du coup, j'imagine qu'il n'y a pas, enfin, toutes ces questions font qu'on ne sait pas à quelle hauteur, on ne sait pas à quel pourcentage, mais on sait juste que, enfin, Bah, combien, non, ma question, elle va être un peu différente, c'est, du coup, peut-être que vous ne savez pas, sur l'article 51, c'est combien ça coûte pour un patient à l'année de faire ce programme d'activité physique en moyenne? Si, de toute façon, les prises en charge, elles ont été évaluées. Alors après, c'est toujours pareil, hein. Est-ce que c'est une prise en charge individuelle ou à plusieurs? Et l'intérêt, c'est que s'il y a à peu près 6 à 8 personnes, ça revient à peu près, alors c'est ce qu'a fait un peu Landes, on l'a fait aussi avec l'ONAPS. S'il y a plus de personnes prises, 6-8 personnes, des groupes avec plusieurs groupes, etc., ça revient, alors de mémoire, je ne veux pas que je raconte des bêtises, ça doit revenir à, je crois que c'est l'équivalent de 12 à 20 000 euros par an. Mais je me trompe. Enfin, en tout cas, ce qui était prévu, c'était de payer le. C'était pas cher, hein, c'est ça, je suis sûr. Dans la loi 51, le forfait qui était donné, le coût le professionnel d'APA était payé pour 1 heure 50 euros. Et il prenait les patients par groupe de 6 à 8. Donc, le professionnel d'APA n'était pas payé très très cher de l'heure. Hein. Entre guillemets, mais pas très cher. Hein. Ok. Bon, bah, je pense que ça me fait. C'était pas du tout le sujet que je voulais aborder, mais c'est une question intéressante. Parce que du coup, j'entends que 50 euros de l'heure pour un APA, d'après vous, c'est pas forcément très bien payé. Vous imagineriez un tarif à quel aurait pour vous, comme ça? Non, je sais pas. Sincèrement, là, non, je connais un peu combien ça peut être payé. Ça dépend si vous êtes à Paris, si vous êtes en province, si vous êtes, prenez ça tout seul, en groupe. Là, franchement, je suis pas qualifié pour discuter de ça. Je ne vis pas de ce. Voilà, je suis pas dans votre. Donc, je ne sais pas les charges que vous avez. Ça dépend si vous êtes dans une structure privée, publique, si vous avez l'URSSAF ou pas. Franchement, je ne suis pas qualifié pour être capable de répondre à cette question. Ouais, c'est des questions qu'on aura l'occasion de poser à d'autres professionnels, mais du coup, c'était intéressant de se dire que pour vous, vous étiez, alors pas gêné, mais en tout cas, l'air de dire que 50 euros l'heure, c'était pas suffisamment. Et en soi, je pense que du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants APA qui seraient très contents de gagner 50 euros l'heure. Donc, je pense que pour le coup, ce qui est prévu dans l'article 51, c'est pas si mal. Et bon, c'est assez rare. C'est pour en avoir discuté avec des APA qui me disaient que 50 euros de l'heure, c'était pas toujours facile. Donc voilà, c'est pour ça. C'est pas, je dis pas que c'est l'idéal, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants APA qui sont pas payés à ce prix-là dans d'autres associations et dans d'autres structures, et c'est vrai que c'est difficile d'être valorisé à sa juste valeur. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Parler de formation, de coordination et de remboursement, c'est les 3 grands axes. Je pense qu'il y a aussi une question que j'ai, c'est comment on fait aujourd'hui pour valoriser ce que fait un éducateur sportif au sens large, pas qu'un APA, mais c'est-à-dire que comment on replace aussi l'activité physique au centre, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on dit, oh là là, 50 euros de l'heure, c'est cher, ou peut-être moins, parce que je sais qu'il y a des enseignants APA qui sont payés 20, 25 euros de l'heure, donc comment on fait pour revaloriser et remettre en confiance tous ces gens en disant, bah oui, en fait, l'activité physique, un enseignant APA, ou quelqu'un qui a des compétences, comment on fait pour qu'il soit mieux payé, en fait? C'est quoi les solutions? Ouais. Ce qu'on dit, ce que recommande la Haute Autorité de Santé, là, nous on parle de la prise en charge des malades chroniques, et moi c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que le médecin, quand il prescrit du sport sur ordonnance, c'est pas au médecin, je veux dire, le médecin il va expliquer au patient le rôle de l'activité physique. Il va rapidement évaluer son niveau d'activité physique, ses intériorités comme ça à la louche. Et il va voir s'il y a des limitations, et après il envoie au professionnel d'activité physique adaptée. Mais c'est professionnel d'activité physique adaptée, la première chose, c'est qu'il va faire une évaluation des capacités physiques du patient. C'est pas un médecin de faire ça, il sait pas le faire, il n'a pas le temps, il n'a pas le matos, il n'a pas la place. Déjà, l'APA, il va évaluer les capacités physiques du patient. Et ce qui va lui permettre de faire une activité physique adaptée et qui va être progressive, évolutive,
etc. Donc ça, ça prend déjà du temps, c'est déjà une séance. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il connaît la pathologie du patient, donc c'est pas n'importe qui, c'est qu'il va adapter la pathologie au jour le jour, en fonction de comment est le patient. S'il est diabétique, il sait interpréter un malaise, il sait quoi faire. Si le patient est pendant ou après le traitement d'un cancer, ou pendant le traitement d'un cancer, il peut adapter au jour le jour. Si un jour il est vraiment pas bien, mais il a quand même envie de bouger, il peut faire une séance assis, etc. Il connaît les pathologies, c'est quand même énorme. Voilà, le patient peut y aller en toute confiance. Le professionnel connaît sa pathologie. Donc, il va entre les mains de quelqu'un qui est formé à la pathologie. Et ensuite, à la fin des 3 mois ou des 2 mois, il va à nouveau réévaluer les capacités du patient. Donc, le patient, il a des chiffres pour montrer qu'il s'est amélioré. Il va discuter avec lui de où il peut l'envoyer ensuite pour qu'il ait un relais, qu'il ne soit pas un relais supervisé. Il est autonome, enfin, il voit avec lui s'il est autonome. Ouais. Et ensuite, il va lui envoyer le relais. Et il va faire en plus le lien avec le médecin sur l'évolution. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Il n'a pas fait que le faire courir dans tous les sens autour d'un arbre. Voilà. Non, mais c'est ça qu'il faut quand même expliquer. Vous avez un lien avec le médecin, vous avez un lien énorme avec le patient. Et en gros, de toute façon, on voit très bien, hein, c'est le charisme du professionnel de l'APA qui fait tout changer, qui fait que le patient il va bouger. Hein. Nous, on peut dire n'importe quoi. Après, c'est la relation qu'il y a avec l'APA. Hein. La relation de confiance qui s'établit. Hein. Du coup, effectivement, on parle beaucoup de cette APA, et du coup, moi, je sais que j'insiste, on n'a pas encore traité de ça dans nos newsletters, mais ça va être des sujets qui vont venir, c'est comment je valorise mon travail et comment je peux être mieux payé, parce que justement, je fais prendre conscience à la fois à mon client et à la fois aussi aux professionnels qui vont m'orienter des patients, à quel point j'ai des compétences et je peux accompagner les patients mieux que quelqu'un d'autre. On voit de plus en plus du coup de formation sport santé voir le jour. On sait que dans le décret, en fonction des limitations du patient, le médecin ou une structure peut orienter plutôt vers un APA, ou si la l'élimination plus faible, vers minime, ou sans limitation vers un éducateur sportif qui est formé au sport santé. Moi, je le sais, je donne ce genre de formation à des éducateurs sportifs. Vous avez beaucoup parlé d'APA jusque-là, sur les compétences. Quel est pour vous le rôle de ces éducateurs sport santé et quels doivent être leur champ d'action? Parce que voilà, on a dit qu'effectivement, le médecin peut être en confiance parce qu'il y a un APA, mais si la personne a des limitations plus faibles, comment le sport santé et l'APA peuvent correctement cohabiter? S'il a des limitations plus faibles, il peut très bien aller avec un éducateur sportif. Il n'y a pas de problème. Hein. La loi le dit, s'il est formé, à condition qu'il connaisse ses limites, mais s'il est dans le cadre de des limitations. Et puis, il faut savoir qu'il y a des endroits où il n'y a pas partout des APA. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Hein, je dis, à condition qu'il soit bien formé. Le problème, ce qui me gêne, c'est les formations. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Déjà quelques années qu'on avait demandé une labellisation des formations qui ont au moins un socle commun et qu'on sache. Et le problème, c'est qu'il y a des formations sur lesquelles voilà, il y a un titre formation 30 heures, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et les formateurs, on ne sait pas trop qui c'est. Donc ça me gêne un peu, mais pour le reste, moi, je connais des éducateurs qui sont absolument fabuleux et j'ai aucun problème à envoyer à des éducateurs. Hein. Ouais, ok, j'entends bien. Je partage la vision. Je pense que, comme je le dis souvent, et je préviens les éducateurs sportifs, sport santé et les APA aussi, qui sont mes collègues, de dire que de toute manière, je pense que des personnes en affection de longue durée ou avec maintenant des facteurs de risque, il y en a largement plus que le nombre de personnes qui sont capables de les prendre en charge. Donc, je pense qu'il y a besoin de coordination et il y a besoin que chaque personne trouve l'activité et le professionnel en face qui correspondent à ses besoins. Du coup, aujourd'hui, il n'y a pas eu de question, ça, au niveau des réflexions de l'État sur cette labellisation, parce que du coup, ça a été effectivement, il y a eu cette fameuse validation par ministère des Sports, ministère de la Santé, d'un certain nombre de certifications sport santé qui sont menées uniquement par les fédérations aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a d'autres formations qui sont proposées par les organismes privés, mais qui ne sont pas en tout cas labellisées, comme on pourrait dire. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, des socles communs sur lesquels on va avancer? Parce que c'est vrai que dans le décret, il y a un certain nombre d'indicateurs, de choses qui doivent être présents dans la formation. Est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver ou pas sur la formation des éducateurs?
Pour l'instant, c'est pas à l'heure du jour parce que c'est vraiment en aval. On est vraiment pour l'instant en amont. C'est essayer de faire bouger les choses. Mais c'est une chose à laquelle il faut arriver parce que ouais, déjà, je demande à ce que, enfin, on demande à ce qu'il y ait un site internet où il y a déjà la formation des gens qui interviennent, ce qui se permettrait déjà aux médecins ou aux patients de se repérer par rapport à savoir quelle est la formation de la personne qui propose une activité. Mais je pense qu'il faudra arriver à ça, mais ce sera un sacré chantier. Euh, Pourtant, il y avait des possibilités. On pouvait très bien proposer que pour le socle commun, on puisse utiliser soit la première année de médecine, soit la première année des STAPS-APA, sur la base de physio, anat, machin. Il y avait des trucs qui étaient assez simples à proposer, mais on avait réfléchi à ça. Bon, pour l'instant, c'est pas à l'heure du jour, parce que je pense qu'il y a trop de choses à régler avant d'arriver à ce stade-là. Ok, donc là, on est plus sur le travail sur les médecins et la Les coordination. C'est médecins, plutôt le le premier remboursement, palier, quoi. voilà, le médecin, le remboursement, la coordination, la lisibilité. Ok. Bon, bah, je pense que pour la question du financement et de comment se passe le sport sur demande, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alexandre, tu as des remarques ou pas, toi? Moi, j'aurais une petite question. Alors, ça diffère un peu du thème. Euh, on a bien noté donc, les trois axes sur lesquels il faudrait intervenir. Depuis mai dernier, le ministère il a un nouveau nom, le ministère de la Santé et de la Prévention. Quel est votre avis sur ça? Parce que moi, par exemple, euh, si quelqu'un me dit modifie telle chose dans ta vie de tous les jours, bon, j'aurais tendance à l'écouter ou pas, mais j'aurais tendance à écouter. Mais si c'est mon fils qui vient me le dire, par exemple, ah, là, ça va me marquer peut-être un petit peu plus, mon fils de 3 ans. Du coup, tout ce qui est aspect prévention à l'école, un collège, lycée, mais aussi en primaire, tout ça, est-ce que la prévention au sens large du terme, c'est quelque chose aussi qui va avancer ou est-ce que, voilà, on a changé le nom du ministère, mais pour l'instant, ça reste presque tout, quoi. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de choses à faire, hein, parce que dans les soins, il y a seulement 3% du budget des soins qui est dévié, enfin, qui est dédié à la prévention. Donc, il y a tout à faire en France, bon, comme dans la plupart des pays, mais nous, on est particulièrement en retard. Donc là, non, non, c'est bien volontaire qu'il y ait prévention, parce qu'on est vraiment dans la prévention primaire, et qu'ils ont bien compris à la santé que, là, il est prévu qu'entre 2020 et 2030, le nombre de personnes, alors dans le monde, hein, le nombre de personnes qui ont des maladies chroniques va augmenter de 20 millions. Donc, de toute façon, et puis la population vieillit, il y a le fait qu'on fait moins d'activité physique, l'obésité augmente, mais aussi que la population vieillit, et donc les comorbidités vont augmenter. Et qu'en France, on est très bon pour l'espérance de vie, mais on est très mal placé en Europe, on est en 11e rang européen pour l'espérance de vie en bonne Ah, bon, santé. Donc, on fait les premières maladies chroniques vers 60-62 ans. Donc, on vit plus de 15 à 20 ans avec une maladie chronique, voire plusieurs. Et donc, ça coûte très, très cher. Donc, il faut absolument les prévenir. Soit on arrête de soigner les gens, voilà. Mais le mieux, c'est de les prévenir. Donc, c'est pour ça que vraiment, il faut mettre l'axe sur la prévention. On ne pourra pas payer, enfin, ça va coûter de plus en plus cher de traiter les gens. Alors, ça, on est très, très bon, hein, pour le soin. Là, on est super bien placé. Mais il faut absolument passer en amont. Et donc, c'est pour ça que là, l'activité physique joue un rôle vraiment très important et est probablement plus efficace que la nutrition. Les données semblent montrer que c'est presque plus efficace que la nutrition et ça passe plus facilement que la nutrition. Donc, d'où l'intitulé ministère de la Prévention, de la Santé et de la Prévention, et d'où, je crois, un axe fort sur la prévention. Et à tous les stades, hein, c'est vraiment à Oui, bien sûr. l'école, l'université, dans les Dans les entreprises, entreprises, ouais, ce et que puis, j'allais dire. gériatrie aussi, Ouais. EHPAD, etc. Ouais, dans tous les secteurs de la vie quotidienne, quoi. Ouais. Ok, bon, on a fait le tour de ces questions-là. Moi, j'ai une question, du coup, on sait que les auditeurs qui vont écouter, du coup, cet épisode sont surtout des enseignants APA, et qui vont être parfois au début de leur carrière, peut-être un peu démotivés. Si on se rappelle un peu, enfin moi, à mes tout débuts, j'étais un petit peu perdu, je savais pas trop si ça valait le coup de continuer, si j'avais envie de faire ce beau métier qui pour moi aujourd'hui est une évidence. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les rassurer sur l'avenir, pour qu'ils s'engagent dans cette voie-là?
Oh non, là, je crois que là, vous allez être de plus en plus indispensable, hein. Il y a de plus en plus d'appâts dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers généraux, dans les cliniques. Les appâts vont devenir. Enfin, moi, mon rêve, c'est que ça devienne enfin, des assistants médicaux comme les infirmières de pratique avancée. Mais la prévention va passer par les AFPA, les traitements vont passer par les APA. Vous avez bien vu que, enfin, je veux dire, l'activité physique, on peut même faire financer certaines pratiques de professionnels de l'activité physique adaptée en soins à la personne avec un remboursement à 50% sur vos impôts. Non, enfin, les APA, c'est amené à se développer. Là, vous avez enfin, c'est le ministère de la Santé qui a pris le projet activité physique. Là, je suis dans une commission ministérielle avec avec le ministère de la Santé et le ministère des Sports. C'est vraiment le ministère de la Santé qui est vraiment le pilier. On essaie de faire entrer le ministère de l'Enseignement. Je veux dire, ça avance, et les APA sont vraiment, enfin, vous êtes totalement indispensables. Donc, maintenant, c'est effectivement à vous de vous faire reconnaître comme profession à part entière. Il y a aussi un travail à faire de votre côté, voir effectivement comment vous faire reconnaître, comment reconnaître vos compétences. Mais là, vous avez une avenue, hein. Bon, ça devra en motiver un temps. Moi, j'en suis convaincu, à condition, du coup, effectivement, d'être bon dans ce qu'on fait, d'accompagner correctement les patients. Peut-être une toute dernière question, parce que moi j'arrive au bout des miennes. Peut-être qu'Alexandre, t'en as peut-être une plus personnelle qui viendra après. Euh, on va reparler d'argent, mais cette fois c'est plutôt une question un peu pour rêver. Moi j'aime bien ça quand on est à la maison. Ah bah tiens, si tu gagnais au loto, qu'est-ce que tu ferais? Là c'est un budget une question un peu différente. Si vous aviez budget illimité pour l'activité physique, pas pour vous parce que sinon, on ferait peut-être un autre usage. Mais pour l'activité physique, qu'est-ce que vous feriez comme une seule mesure? Je ne vais pas dire tout le plan mis en place. Peut-être que vous avez dans un coin secrètement un dossier préparé pour ça. Mais au moins juste la première mesure de qu'est-ce qu'il ferait avec voilà, budget limité, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour que ça marche et pour que les gens pratiquent une activité physique et que la santé de l'État s'améliore. C'est à l'école. À l'école. Alors là, c'est vraiment c'est de l'éducation à l'école, c'est activité physique. L'idée, c'est de faire bouger tous les gamins tout au long de l'école, avec une évaluation de la condition physique, hein, régulière tous les 2 ans. Ceux qui sont en dessous de la normale, pas de stigmatisation, hein, ceux qui sont en dessous de la normale, eh bien, on propose des activités variées, des choses, d'arriver à trouver quelque chose qui leur plaise. Éduquer tous les profs. Et on apprend l'activité physique, pas seulement en cours de PS, hein, mais aussi on fait des choses avec le prof de maths, le prof de sciences nat. Voilà, j'ai fait un nombre de pas aujourd'hui, on va faire des maths en même temps. Sciences nat, voilà, j'ai fait des pas mon cœur, mais mon cerveau, l'histoire de l'activité physique, etc. Aussi leur faire des activités dehors, des activités intellectuelles dehors tout en marchant, etc. Enfin, je veux dire, voilà, c'est que ça devienne une discipline à part entière à l'école, qui soit complètement transversale et qui soit poursuivie tout au long des activités. Si on a ça ancré dans le crâne comme un mode de vie, ça devient une habitude et non pas une contrainte, je veux dire, ça sera déjà beaucoup moins compliqué que de dire à des sujets de 50 ans, quand ils ont fait un infarctus ou qu'ils ont un diabète, de leur dire qu'il faut bouger. Bon, là, ils ont une épée de Damoclès, et même là, c'est difficile. Quand ils ont fait ça toute leur vie, et qu'ils ont surtout compris le plaisir, hein, pas la contrainte, bah ouais, voilà, on est programmé pour ça, que c'est quand même vachement bien, et que c'est pas se mettre devant un vélo pendant 30 minutes ou marcher quand on n'aime pas ça. Et puis c'est ça, c'est l'activité physique, c'est aussi dehors, c'est la nature. Les jeunes, ils ont envie d'être dehors et en dehors de choses qui sont carrées, machin, fermées. Là. Donc voilà, puis en plus c'est le goût à la nature, c'est le goût. Donc c'est en même temps l'écologie, c'est le développement durable. Voilà, c'est ça, je mettrais à fond tout ça là-dedans. Ok, c'est vrai que du coup, je rejoins, je complète un peu parce que c'est une vraie réflexion que je me fais. Alexandre a un petit garçon, c'est pour ça qu'il parlait de ça aussi en prévention. Moi, j'ai 3 filles, donc je me disais que c'est vrai que l'école doit complètement changer, mais du coup, c'est plus qu'en fait
c'est plus que simplement faire plus d'activité physique. Enfin, j'ai l'impression dans ce que vous Ouais. dites, c'est pas simplement dire ah oui bah go on fait 30 Ah minutes non, de non. plus. Non, c'est Non, vraiment non. une transformation complète Des de modes de vie. l'école avec comme un des piliers transversal l'activité physique pour du coup qui va rayonner sur tous les autres points, vous avez dit écologie, etc. Mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion qu'on se fait quand on voit qu'aujourd'hui, il y a tous les chiffres qu'on a donnés sur le nombre de personnes qui sont de plus en plus en mauvaise santé, qu'on a des chiffres avec l'arrivée de certaines pathologies cardiaques, diabète qui arrivent de plus en plus tôt, Mm. et en même temps l'évolution du numérique, des véhicules, etc. On se dit que il y a 70 ans, 80 ans, l'école, elle était comme elle est à peu près aujourd'hui et que rien n'a changé, que 70 ans plus tard, l'école, on l'a fait à peu près comme nos grands-parents. Je pense qu'on était allé à peu près à la même école, pourtant on n'a pas tout à fait le même âge. Euh, et pourtant l'école n'a pas changé alors que tout a changé autour. Et c'est vrai que moi je partage vraiment cet avis-là sur Je partage le même. qu'il faut transformer ça. Et pourtant là pour le coup, c'est pas prêcher pour les APA parce que je pense qu'il y a d'autres professionnels qui sont largement meilleurs pour le faire à ces moments de la vie. Alexandre, tu avais peut-être une question supplémentaire pour terminer? Dernière petite question, plus sur votre parcours professionnel. Vous le savez, j'ai beaucoup échangé avec François Carré. Il me disait qu'à ses débuts, parler d'activité physique avec ses pairs, les seniors, c'était toujours, pas bien vu, pas mal vu, mais c'était toujours pas évident. C'était un sujet qui était délicat à amener, tout ça. J'ai aussi eu la chance de discuter avec une femme incroyable, c'est le docteur Véronique Desfourneaux, qui est chirurgienne digestif, et qui disait aussi que c'était un milieu, il y a encore quelques années, qui était très masculin. Elle avait dû jouer un peu des coudes aussi pour faire sa place. C'est une des premières chirurgiennes à Rennes, j'en suis quasiment sûr, mais peut-être un petit peu plus large aussi. Et vous avez voilà, ces deux aussi profils, c'est-à-dire vous êtes à la fois une femme, vous êtes arrivé dans un monde peut-être qui était un peu masculin quand vous y êtes arrivé, et puis votre sujet de prédilection, c'est l'activité physique, un sujet qui était aussi un petit peu méconnu, qui faisait peut-être un peu peur, j'en sais rien, mais qui était en tout cas pas au goût du jour. Comment vous avez fait pour faire votre place, pour jouer des coudes et vous imposer comme une référence aujourd'hui comme vous l'êtes? Donc je suis bretonne comme François, donc je suis têtue. Disons que j'ai toujours été considérée comme un électron libre. Alors, pour certains, c'est pas une qualité. Moi, ça me dérange pas du tout. C'est-à-dire qu'au début, comme moi, j'étais endocrino-diabétologue, donc je travaillais sur les hormones de métabolisme. C'est-à-dire que je me débrouillais pour avoir des crédits sur l'obésité, le diabète, et puis je gardais de l'argent pour travailler sur d'autres choses, sur l'activité physique. Donc j'arrivais en fait à bidouiller un peu les choses. J'avais aussi un peu orienté mon travail sur en fait l'excès d'activité physique, donc les sportifs de haut niveau et le dopage. Ce qui me permettait d'avoir quand même de toucher à ce qui m'intéressait sur les hormones. Et puis bon, je continuais à garder le domaine qui m'intéressait tout en ayant une activité un peu reconnue officielle sur les hormones et puis les pathologies et puis le sport de haut niveau, donc je suis plutôt dans l'excès d'activité. Puis peu à peu, j'ai quand même continué j'étais, si vous voulez, sur le cortisol qu'on considère comme la mauvaise hormone. Alors c'est pareil, j'étais une des premières à dire que non, c'était pas du tout une mauvaise hormone, qu'il y avait des adaptations, mais c'est pareil, on me disait pas. N'empêche que maintenant, tout le monde cite mes papiers. Donc si vous voulez, j'ai souvent été sur des sujets où on me disait, mais qu'est-ce que c'est ? Donc c'est pas, bah oui, mais j'avais raison. Bon, mais comme je suis têtue, j'ai continué. Bon, le fait d'être une femme m'a pas trop gênée. Souvent, on m'a pris pour une andouille, mais ça, j'ai appris. C'est-à-dire qu'il faut laisser les gens vous prendre pour une imbécile. Ce qui fait que vous préparez votre truc et quand vous avez vraiment quelque chose à dire, vous arrivez en réunion, puis là, vous sortez vos arguments. Et comme ils s'attendent à vous faire avaler un truc genre grosse couleuvre, à ce moment-là, vous sortez vos arguments. Et comme ils ne s'attendaient pas du tout à ça, j'ai quand même réussi à faire avancer les choses. Voilà, tout à coup, en donnant mes arguments quand ils ne s'y attendaient pas. Et puis voilà, comme ça, quand on croit à quelque chose, il faut croire en ses idées. Pas faire de cochonneries, on peut se regarder dans la glace. Et puis, quand on croit en ses idées, quand on est passionné, on arrive toujours à faire des choses. Voilà. Bon, ça, c'est un beau message aussi pour les personnes qui vont nous regarder, nous écouter. Et voilà, s'ils sont passionnés en quelque chose, il faut croire en soi et ça fera la différence par la suite.
Eh bien, écoutez, on est arrivé au bout de cette petite interview. Merci Martine. Merci Moi, beaucoup. j'ai une toute petite dernière question, mais c'est pas vraiment personnel, c'est plutôt dire si vous aviez une personne, euh, la personne qu'on doit inviter aujourd'hui pour les prochains épisodes de la causerie, ce serait qui? François Carré. Ok, bon, Ah non. on essaiera de l'inviter. On fera en sorte avec avec le réseau d'Alexandre, ce sera pas compliqué. J'espère qu'il acceptera. Il est toujours super partant pour parler et parler d'activité physique, c'est son truc. Donc, ok, on va François Carré. Merci beaucoup, Merci à vous. Merci Martine. beaucoup. Hein. Bonne Merci. continuation. Merci à vous aussi.